Allez, de retour. Ça, c'est la dernière vidéo sur les principes. J'ai insisté beaucoup. Déjà, je vais vous dire pourquoi j'ai insisté sur les principes. Moi, j'ai appris beaucoup l'agilité ça fait longtemps maintenant, ça me rajeunit pas trop, mais moi, j'ai appris l'agilité sur le terrain. J'ai pas ouvert de bouquin, je suis arrivé dans une équipe, les gens pratiquaient Scrum. Boum. Ils étaient relativement aguerris, c'était pas un Scrum très potable, ils essayaient d'être agiles. C'était des ingénieurs bien compétents, je suis content d'avoir bossé avec eux, mais je n'avais pas ouvert de bouquin pour apprendre c'est quoi l'agilité. Et j'ai pratiqué ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Je n'avais pas été formé formellement. C'est le jour où j'ai pris le bouquin de Claude Aubry qui s'appelle Scrum, quand j'ai ouvert et que j'ai lu des choses dedans. Je me suis dit, mais attends, ça on le fait, mais j'ai jamais su pourquoi je faisais ça. Et d'ailleurs, je le faisais mal parce que je ne savais pas pourquoi. Si seulement j'avais lu ce bouquin plus tôt, où on m'avait fait lire ce bouquin, on m'avait fait une formation, et que je comprenais pourquoi on devait faire certaines choses, les choses se seraient peut-être passées encore mieux. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les principes. Je ne suis même pas encore entré dans les termes techniques qui concernent Safe. Donc s'il y a des gens impatients qui eux disent ouais non je veux savoir comment on commence à préparer un PI planning, comment est-ce que on anime des cérémonies, c'est possible. On va en arriver là. Les principes, c'est les principes. C'est-à-dire que tu peux ne même pas faire de l'agilité à l'échelle. Ces principes qui sont là, si tu les appliques dans ton organisation, peu importe sa taille, tu ne feras pas de l'agile à l'échelle et ton organisation va prospérer. Pourquoi? Parce que tu fais les bonnes choses. Tu fais les bonnes choses régulièrement et suffisamment longtemps. Je répète, tu fais les bonnes choses régulièrement et suffisamment longtemps. Ça veut dire que tu penses au travail qui doit être fait, tu prends des décisions en te basant sur des aspects économiques, tu penses au système, est-ce que toute la machine est bien huilée, voilà. Donc, si tu fais ça, tu feras pas de l'agile à l'échelle, mais tu feras les bonnes choses et tu vas prospérer dans le business que tu es en train de faire. Un business, c'est pour prospérer, c'est pour faire du profit. Sinon, tu restes à la maison ou tu vas à la plage avec ta famille. Donc, allez, on va voir. Go sur la slide. Boum. Décentraliser la prise de décision. Tout à l'heure, on avait dit débloquer les motivations intrinsèques des travailleurs du savoir. Et là, c'est décentraliser les décisions de making. La prise de décision. Voilà un truc qui va synthétiser bien. Qu'est-ce qu'on doit... Il y a des décisions qu'on centralise, qu'il faut centraliser, en tout cas à l'heure où je vous parle, on ne sait pas faire autrement. Et il y a des décisions qu'il faut décentraliser. Les décisions qui sont faites, qui sont prises rarement, c'est qui en anglais infrequent, donc qui ne sont pas fréquentes et qui n'ont pas un caractère urgent. Par exemple, la stratégie d'internationalisation. C'est pas un truc que tu as laissé à tout le monde. Allez, vous faites ça. Non, c'est attention. Oula. Pardon, c'est mon téléphone. Je vais couper ça. Donc, la stratégie la stratégie la stratégie d'internationalisation. Ensuite, ils appellent ça long lasting, c'est-à-dire c'est des décisions qui, dès que tu les prends, ça impacte sur du très long terme. Ça, on ne peut pas décentraliser. En fait, ça va venir de très haut, parce que ça engrange beaucoup de choses. Par exemple, changer de plateforme, changer la technologie de base de données, non. Ensuite, il y a des décisions qui touchent l'économie d'échelle. Ça, on ne peut pas laisser tout le monde faire ça. Mais ça, il n'y a pas beaucoup, et ça n'arrive pas tout le temps. Cependant, il y a beaucoup de décisions qui touchent les équipes régulièrement. On n'a pas besoin de monter là-haut pour ça. Donc, dès qu'une décision est fréquente, ou dès que... C'est-à-dire qu'il faut la prendre régulièrement, il faut la prendre rapidement, sinon elle a un coût d'attente qui est trop élevé, ou c'est une information qui requiert juste d'avoir de l'information autour de soi, il ne faut pas que ça remonte très loin, on peut prendre ça tout seul. Il y a même un jeu, ou on va dire un Canva, pour t'aider à décider de qu'est-ce qu'on décentralise ou qu'est-ce qu'on ne décentralise pas. Voici ce qu'on fait. On prend n'importe quelle décision, et ensuite on se pose la question de savoir, est-ce que cette décision, c'est quelque chose qu'on prend fréquemment? Quand c'est non, c'est 0. Quand c'est oui, c'est 2. Quand c'est bof, ça dépend, ouais, non, si, un peu, ça sera 1, tu vois. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose qu'on appelle time critical? Ça veut dire que si on ne prend pas ça, ça va nous coûter trop cher, ou il faut faire ça urgemment. Tu vas noter ça. Ensuite, est-ce que ça touche l'économie d'échelle? Est-ce qu'il y a une partie financière donc, qui va faire que ça implique soit la direction financière, des sponsors, tout ça? Oui, non. En fonction de ce que tu vas avoir comme valeur, tu vas faire la somme. Si la somme est inférieure ou égale à 3, à ce moment-là, c'est des décisions qu'il faut centraliser. Donc, par exemple, on te dit, est-ce que la décision est fréquente? Tu dis, elle n'est pas fréquente. Non, ça fait 0, il n'y a rien à... Ensuite, est-ce qu'elle est critique? Pas particulièrement, bof, quoi, mais ça fait 1. Et ensuite, est-ce que ça implique économie d'échelle?
oui, c'est zéro. Donc tu te retrouves avec une somme de zéro. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut centraliser. Si ce n'est pas le cas, si la somme est supérieure à 3, si c'est égal à 3, 4 ou je ne sais plus combien, tu peux décentraliser. Donc voici le Canva très simple qui va aider chaque décision à savoir si on décentralise ou pas. Si vous êtes dans une équipe Scrum, bah, vous allez voir qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par le Scrum Master, ou même à un certain niveau dans Safe, il y a ce qu'on peut appeler le grand frère du Scrum Master qui est le RTE. Il y a des décisions plutôt importantes, mais qui sont fréquentes, qui sont prises par le RTE sans qu'il ait besoin de faire une réunion, quoi. Ça va arriver, on va en parler dès la prochaine leçon. Une fois qu'on a fini nos processus, on sait désormais comment on fait pour prendre les décisions, pour les décentraliser ou non. Maintenant, il y a l'autre partie qui arrive sur organiser autour de la valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime que dès qu'on arrive au principe 9, on a fait les bonnes choses et on prospère. Quand on prospère, ça veut dire que nos produits sont bien vendus ou les objectifs sont atteints. Quand les objectifs sont atteints, il faut garder dans le focus que on doit toujours organiser notre production autour de la valeur. C'est ça qui est hyper important, autour de la valeur. C'est-à-dire, ce truc-là, ça apporte la valeur à qui? Est-ce que ça apporte la valeur aux utilisateurs ainsi qu'à nous? Ou est-ce que ça n'apporte pas de valeur? Il y a des choses qui apportent beaucoup de valeur aux utilisateurs, mais nous, ça ne nous apporte rien. Ça sert à rien de le faire. Ou souvent, tu crois qu'un truc va t'apporter de la valeur et l'utilisateur ne veut pas. Ça sert à rien. Il faut que ça apporte de la valeur aux deux parties. Donc, organiser autour de la valeur. Et c'est bien illustré. Précédemment, on avait des organisations qui étaient en fait centrées qui étaient silotées. Silotées, c'est pour dire, bah, vous voyez le schéma qui dit, il y avait la direction logicielle ou DSI, il y avait la direction marketing, la direction ça, hein, voilà. Et souvent, on se battait. Comme j'ai mentionné là, il y a tout le monde qui se tirait la couverture, il y a les tractations sur le budget, donc c'était horrible. À ce moment-là, on peut voir comprendre des choses. Il y a des projets hyper importants pour des gens du business. T'arrives au gars chez les gens de hardware, ils s'en moquent, hein. Ils s'en moquent complètement. Ils disent ah ouais d'accord. Les commerciaux, les mecs du business, ils se moquent un peu de nous, ils s'en foutent. Ça touche trop peu de personnes ou ça les touchait pas, donc ils s'en moquaient. Et ça a toujours existé. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va arrêter le fameux management et la connexion silo. On va travailler sur la chaîne de valeur. Donc on lance une chaîne de valeur. Il y a tout le monde à la chaîne de valeur. Donc c'est ce qui fait que tout le monde a les mêmes intérêts parce qu'on est dans la chaîne de valeur. Donc, il faut éviter le management par silo. Et voilà ce qui se passe. On a créé des future teams ou des value teams. Ça, c'est moi qui m'ont mentionné comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout le monde est dans cette équipe et on a en commun un projet, un produit qui va sortir et qui va nous apporter de la valeur. Donc, tout le monde est intéressé, on a les mêmes intérêts. Quand on a les mêmes intérêts, on va lancer des hypothèses. J'allais dire qu'une future, c'est d'abord une hypothèse. Le temps de l'hypothèse qui soit un peu traitée, et le lead time, c'est le moment où on a dit, ok, l'hypothèse, why not, on va tenter. Et au moment où elle est mise en circulation, en production ou en service, c'est ce fameux lead time. Et on va raccourcir beaucoup de choses. La définition claire, la construction, donc le développement. On va valider, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on fait sortir. Et ensuite, on relâche, on fait la release. Quand on fait la release, on dit, ah ok, c'est bon, c'est pas assez bon, on a tel feedback. Et on recommence ce même processus-là. Pourquoi? Parce qu'on recommence le processus pour augmenter la valeur de ce qu'on a sorti. On va augmenter sa valeur. On est basé sur la valeur. La valeur, la valeur. C'est pas le truc est sorti, puis on attend, on vend. Non. On a sorti, feedback, on retravaille. On a sorti, feedback, on retravaille. On travaille sur un produit et une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur. Et voilà. La valeur distribuée à l'échelle. Ici, on peut avoir une valeur, mais qui touche plusieurs pays. J'ai marqué là, par exemple, Renault Citroën à une ou des usines en Pologne, en Roumanie. Le service design est en France, ainsi que la commercialisation qui, elle, est en Belgique. Ça veut dire que, en fait, le produit, il faut le faire, c'est vrai, le service, il faut le faire. Mais il y a un moment, avant de le faire, il faut le designer. Et quand on finit de le designer, il faut s'assurer qu'il y a une politique derrière pour que ça puisse être vendu, la stratégie aussi. Et ça, c'est en Belgique. Donc, comment est-ce qu'on va repartir à l'échelle cette valeur qui est distribuée? Donc, il faut réfléchir en termes de valeur. Et pour ça, boum, ça commence. On va faire ce qu'on appelle les fameux trains. Bah, les fameux trains, je pense que vous êtes là, vous savez ce que c'est qu'un train. Quand on avait parlé précédemment de ça, qui est cadence et synchronisation, mais en fait, c'est parce que quand vous êtes dans un train, comme un vrai train, il y a chacun dans son wagon, c'est vrai. Mais tout le monde est synchronisé, on avance ensemble.
Chacun fait sa tambouille dans son coin, oui, mais on avance ensemble. Quand on est bloqué ensemble. Donc, c'est ça la notion de train. Et ici, on a, comme on réfléchit en termes de valeur et qu'on s'organise autour de la valeur, on va identifier les chaînes de valeur ou les value streams et ensuite on va construire les trains en fonction des chaînes de valeur, de où elles se trouvent et de la taille des chaînes de valeur, des valeurs distribuées. Pourquoi, par exemple, on pourrait faire 2 trains en Pologne? Parce que ils délivrent plus de valeur. Il y a quelque chose là-bas qui se fait et qui requiert plus de personnes. À Paris, on va créer un train, en fait, allez, pourquoi pas, qui rassemble des gens de Roumanie ainsi que les gens de Paris, parce que oui, ils délivrent de la valeur, mais c'est pas la même échelle, c'est pas le même impact. Donc, on va s'organiser autour de la valeur. C'est en fonction de ça qu'on va créer, on va lancer nos fameux trains qu'on appelle les Agile Release Trains. On va les lancer. On va rentrer dans des questions beaucoup plus techniques maintenant qu'on connaît tous les principes et on en a parlé beaucoup. Dans la vidéo suivante, on va commencer à rentrer dans la partie Technical Agility, c'est-à-dire pour commencer à délivrer, pour commencer à faire des trains, il faut qu'il y ait des gens qui ont un bon niveau technique, qui travaillent de façon agile, qui ont embrassé l'agilité. C'est ceux-là qui, avec ce qu'ils savent, ce qu'ils font, comment ils le font, vont construire des bons produits. Et les produits, quand on va les assembler, on va fabriquer des solutions. Et toutes ces solutions-là, elles sont livrées ou elles sont fabriquées dans des trains. On va commencer maintenant à toucher la partie très technique. On va rentrer dans le dur, c'est la démonstration technique. Vous connaissez la chanson, c'est la fin de cette leçon, c'est le 10e principe abordé. Un like, un commentaire, un partage, un abonnement si ce n'est pas fait. Ensuite, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on rentre dans la partie Technical Agility et des exigences ou des besoins pour les équipes dans Safe. D'ici notre prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao!